dernier tandem que nous allons accueillir pour évoquer un livre d'Élisabeth Bourgois et La vigne se mit à pleurer chez Le Passeur éditeur. Alors Élisabeth, je cherche Élisabeth que pour l'instant je ne vois pas. Je vois Louis Tessédou qui va nous présenter ce livre. Élisabeth, voilà, parfait, merci, je vous vois bien tous les deux. Alors effectivement, Louis, bienvenue également. Vous êtes enseignant lettres, histoire, géographie au lycée professionnel Édouard Gand d'Amiens. Puisqu'il est question de livres et de patrimoine, Louis, avant d'évoquer le livre d'Annie, j'aimerais que vous nous parliez de ce beau projet que vous avez mené avec vos élèves de Cosra, tu causeras, voilà. Alors, je vais vous laisser nous en parler. Cosra, c'est une manufacture de velours qui a été créée à Amiens en 1794, qui a fermé ses portes en 2012. Et vous avez travaillé sur ce patrimoine industriel avec vos élèves à l'appui du programme qui est le vôtre. Et il y a toute une série comme ça de belles choses qui se sont enclenchées avec différents partenaires, notamment ce livre que je viens de montrer. Expliquez-nous un petit peu comment c'est né et où vous en êtes aujourd'hui. Tout simplement, l'idée est née le 17 mars 2020. Je devais faire une exposition avec mes élèves dans un centre culturel. Et confinement, donc pas d'exposition culturelle. Donc je me suis dit que j'allais faire un livre, puisqu'avec un livre, confiné ou pas confiné, on aurait pu le faire. Et puis, l'idée est devenue de travailler sur Cosra, puisque c'est un élément important d'Amiens. Une usine qui a été rachetée en partie par un promoteur immobilier, donc qui est à la croisée des chemins de son histoire. Sauf que, au même titre que le livre d'Élisabeth, je me suis fait un peu piéger. C'était qu'au 1er septembre, on va faire un livre sur une usine. Sauf qu'on s'est retrouvé sur France Inter et qu'on a dû réimprimer le livre en urgence tellement on en a vendu. Donc voilà, un livre fait par des élèves filles en 95% sur une usine au final qui est très peu connue, notamment au niveau des archives, puisqu'on n'avait pas de photos dans l'usine. Et un livre qui a très bien fonctionné. Et puis, on avait retrouvé du velours historique d'Amiens et des élèves dans Bac Pro Couture ont fait une surcouverture en velours. Enfin, bon, voilà, on a eu plein de petits moments de médiation culturelle autour du livre. Ça continue l'année prochaine, puisque l'usine, c'est un peu le fil. On tire, on tire, on tire. Et elle a encore beaucoup de secrets. Et le temps presse, puisque voilà, il y a le promoteur immobilier qui est dessus. Et faut se dépêcher, même si elle est classée au monument historique. Vos jeunes élèves, ils ont été sensibles au fait comme ça d'apporter leur pierre à l'édifice de la transmission de mémoire par rapport à ça. Oui, parce que je me suis fait encore piéger. C'est que moi, j'avais des élèves qui ne savaient pas que leur arrière-grand-mère avait travaillé chez Cosra. Donc, il y a eu une transmission dans la classe, à la maison. Et puis, une fierté, parce que c'est des élèves de Bac Pro qui sont souvent un petit peu, bon voilà, qui ne sont pas destinés à écrire des livres, qui ne sont pas programmés pour écrire un livre. On s'est retrouvé en vitrine de, pour pas la citer, la librairie Martel. Et voilà, ça a été quand même une belle récompense. Et puis là, on a un grand média national, bon, je ne peux pas tout dire, mais qui va suivre la suite du projet avec les élèves. Et ouais, une petite fierté, quoi. Ouais, vous pouvez, oui, vous pouvez. pouvez. Et très modeste, puisqu'il y a 200 ans d'histoire qui nous regardent. Donc, très attention à ce qu'on dit. Mais effectivement, vous pouvez être fier de ce projet. Il y a un spectacle aussi, peut-être, si les choses n'ont pas été trop compromises par Oui, la... on a eu des problèmes de riches, puisqu'on a tellement vendu le livre qu'on a pu recruter une compagnie de théâtre. On a fait un spectacle qui est écrit et qui est en répétition. On est en résidence dans un centre culturel d'Amiens le mois prochain. Et les élèves ont fait une espèce de grande frise et des ateliers pour les primaires d'Amiens. Donc, on va se balader dans les écoles d'Amiens la dernière semaine de classe. Et ça fait un peu une bulle d'oxygène, puisque c'est tellement angoissant cette époque que pour des élèves, être dans un centre culturel et créer un spectacle sur une usine, c'est totalement inédit, on va dire. Enfin, ça fait du bien. Avec la compagnie issue de secours, effectivement. Secours, oui. ouais. Ça fait du bien à nos jeunes. Merci Louis. Alors, vous avez choisi effectivement Et la vigne se mit à pleurer d'Élisabeth Bourgois. Alors, il est midi moins le quart, mais j'ai l'autorisation qu'on déborde un petit peu. Adeline me l'a écrit tout à l'heure. À vous. Alors, je me suis encore fait piéger, puisque moi, j'ai pris le livre d'Élisabeth. Et au final, Cédric, le héros de ce livre, qui est professeur, bon, c'est un peu feignant de ma part. J'avais vu un livre sur un enseignant, je suis enseignant, donc j'ai dit, bon, on y va, banco. Et c'est un livre, c'est comme l'avers et le revers d'une médaille au final, parce que c'est un livre sur la reconstruction, il lui arrive quelque chose d'horrible. Vous n'avez pas envie d'être Cédric, et en final, vous avez aussi envie d'être Cédric, puisque comme il lui arrive quelque chose d'horrible, il va essayer de se reconstruire, il arrive à se reconstruire, on ne va pas tout dévoiler du roman,
mais il y a une reconstruction professionnelle, sentimentale, architecturale. Il se cherche grâce à la lumière de Michel de Montaigne. Mais voilà, il y a une reconstruction. C'est aussi un bilan. Quand on lit le livre, on se dit qu'on vit une époque totalement folle, puisqu'on débute avec des attentats. Pour pas dévoiler la fin, on vit quand même, on est dans l'époque présente du présentiel et de ces réunions Zoom à cause de la pandémie. Donc, lire ce livre avec une écriture qui est au final assez douce, mais qui décrit des choses au final très dures, très violentes, puisque l'époque est très, très spéciale quand même. Donc voilà, donc on a envie de... Enfin, on suit Cédric, hein, c'est un page turner, hein, on ouvre une première page et aller jusqu'au bout assez rapidement. On suit Cédric, on aimerait bien être Cédric, mais on n'a pas du tout envie d'être Cédric, puisque ce qui lui arrive au départ est terrible, ce qui lui arrive à la fin est formidable. Donc voilà, ça donne un peu le tournis, cette affaire. Donc voilà, pour ma partie. Merci Louis. Alors avec un petit phénomène d'identification peut-être à ce prof, Louis, Oui, forcément. tout à fait. Forcément, mais il n'y a pas besoin d'être prof pour s'identifier à ce personnage, hein, Elisabeth. Et la vigne se mit à pleurer. Merci Louis. Et la vigne se mit à pleurer, c'est votre 25e roman, un roman au cœur duquel se trouve la violence, hein, comme fait de société. Alors, je peux le dévoiler puisque c'est vraiment dès les premières pages du livre que Cédric, qui a une quarantaine d'années, perd sa femme Laurence, leurs deux enfants, Émilie, 17 ans, et Hector, 15 ans, dans les attentats du Bataclan. Il n'est pas allé assister à ce concert, mais sa famille, ces trois personnes de son entourage, y sont et n'en reviendront jamais. Entre le chapitre 1 qui annonce leur mort et le chapitre 2, il y a une ellipse de 2 ans, Elisabeth. On retrouve Cédric en train de visiter en 2017 une maison en ruine, comme lui, dans le Périgord, hein, près du petit village de Saint-Michel-de-Montaigne. C'est à ce moment que ce qu'on pourrait appeler un processus de résilience, hein, va commencer pour lui grâce à une fleur. Oui, en fait, c'est le mystère de la vie. Quand on subit un très gros choc, bon, comme lui l'a subi, soit on s'enferme totalement dans le silence, ce qui était plus de son tempérament, puisque c'est un philosophe, c'est un être assez doux, hein, il n'est pas un mou, comme je l'explique au début, il est doux, il ne comprend pas ce qui lui arrive et il n'a pas envie d'avoir des psys, il n'a pas envie de parler de ce qui lui arrive parce que ce n'est pas communicable. On ne peut pas communiquer une grande souffrance pareille. Donc, il va s'enfuir dans le Périgord. Alors, pourquoi j'ai choisi le Périgord et pas le Nord? J'ai écrit déjà beaucoup de romans qui concernent le Nord, mais en me promenant là-bas il y a quelques années, j'ai découvert vraiment un lieu hors du temps, en même temps très pur sur le plan de la nature, très sauvage, et avec énormément de vieilles bâtisses qui racontent toute l'histoire de France dans une région qui n'a pas été détruite comme le Nord, qui a subi énormément d'invasions, de destruction dans tous les sens. Là-bas, il y a quelque chose d'authentique qui est resté. Et donc là, vous savez, c'est comme un coup de cœur, un coup de foudre avec une personne, un homme ou une femme. Cédric, dans sa détresse et son silence intérieur absolu, il va être accroché par une rose. Et il va tout d'un coup penser à la rose carnet qui faisait partie du jardin qu'il visitait avec son ami Étienne de la Boétie. Alors moi, je ne suis pas du tout historienne, je ne suis pas du tout philosophe, je suis une ancienne infirmière et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fonctionnement humain et j'aime bien fouiller un peu le comportement des gens. Et je me suis imaginée à la place de Cédric dans cet endroit improbable avec une histoire étrange. Tout ça, c'est étrange, c'est la solitude. Donc, il va s'enfermer là-dedans pendant plus d'un an. Il va casser, il va retrouver, il va fouiller. Il va tout doucement faire connaissance avec son environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il va découvrir, entre autres, un vigneron tout à fait charmant, d'où le titre du, Mais oui, on va en parler. voilà, le titre du roman, parce que là, moi, je connais plus les plaines du Nord et le houblon que la vigne. Et en fait, les vignerons appellent les larmes de la vigne, c'est au moment du printemps, sur l'endroit qui a été coupé. La larme, la sève qui coule, c'est une petite larme. Donc, c'est signe de renaissance. Comme en plus Montaigne, c'était la période de la Renaissance, c'est la renaissance après la souffrance, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent autour de ce personnage. Alors, professeur. Et à l'époque, quand j'ai terminé le livre, j'ignorais
ça ne s'était pas encore passé, évidemment, l'horrible histoire avec le prof de philo de Samuel Paty. Donc, alors effectivement, c'était une question que je voulais vous poser parce que Cédric est prof de philo en première, prof de français pardon, en première et prof de philo en terminale dans un lycée de Bordeaux lors de sa nouvelle vie qu'il reconstruit. Et vous écrivez, page 150, l'éducation nationale n'exigeait-elle pas du professeur qu'il soit le plus possible laïque, le plus apolitique, en donnant un enseignement sans chercher à convaincre qui que ce soit, sur quelque idée que ce soit, mais qu'il était difficile d'être objectif et impartial dans ces domaines explosifs. Alors effectivement, Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020. Où en étiez-vous de la rédaction de votre livre à ce moment-là? C'était terminé. C'était terminé. Oui, c'était terminé. Donc, je ne savais pas du tout. Et je me suis rendu compte, en fait, si vous voulez, l'origine de ce livre, parce qu'en fait, tous les livres s'enchaînent les uns aux autres sur ce thème de la violence, c'est que le livre précédent, je l'avais fait avec un jeune couple algérien qui est arrivé en France juste au moment du Bataclan, en 2015, avec le bébé sous le bras pour essayer de le sauver d'une leucémie. Quand j'ai écrit un livre avec eux sur ce qu'ils vivaient, je suis tout d'un coup, ce sont des musulmans très pratiquants, j'ai dû pénétrer dans ce monde culturel et cultuel, mais totalement inconnu. Donc, j'ai fait comme ce que fait Annie, je suis allée à Oran pour rencontrer leur famille, pendant qu'ils étaient en France, pour rencontrer leur famille, en me mettant le tchador dans les mosquées, n'importe quoi, mais je voulais vraiment comprendre ce qu'ils vivaient. Et c'est ce qu'essaie de faire comprendre mon jeune héros une fois où ses élèves se tapent dessus parce qu'il y a... Moi, j'essaie de travailler beaucoup sur le sens des mots. Donc là, dans la cour de récréation, il y a un gamin qui voit la fille passer, qui dit « Waouh, est-ce que tu es jolie ?» Et le frère de cette fille lui rentre dedans en disant « T'as insulté ma sœur. » Ben non, je lui ai dit qu'elle était jolie. Et on est, en fait, Cédric essaie de faire comprendre après à ses élèves, vous avez tous une culture, une religion, un sens différent que l'on donne aux mots et on contacte entre les uns et les autres. Donc, et là, à ce moment-là, lui qui s'était tué pendant plus de 3 ans sur sa souffrance, on lui dit, t'es raciste ou t'es pour les musulmans, t'es contre les cathos, etc. Il dit, non, voilà ce que moi j'ai vécu. Et là, ça a été le choc pour ces jeunes qui se disent, waouh. Et donc, ils essaient de... C'est pas simple, je donne aucune solution. J'essaie simplement, le prof essaie de se dire, mais bon sang, écoutez-vous et essayez de comprendre ce que vous êtes. Et lui, il essaie aussi à travers la pensée de Montaigne, en racontant voilà, tout ce que Montaigne aussi a vécu de violence dans son château, où lui, il laissait la porte ouverte aux protestants en disant, je préfère laisser la porte plutôt qu'il me la casse. Donc, il laissait la porte ouverte. Et voilà, et moi, ce que j'ai aimé, c'était se faire le lien entre 2 périodes très, très, très différentes. Mais Montaigne, il a subi la peste. Et quand il y a eu la peste, il était maire de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré pendant 6 mois, tellement il avait peur de l'attraper. Et il s'est retrouvé avec des gens qui lui fermaient la porte en disant non, tu viens de Bordeaux, elle a la peste, faisons attention. En fait, c'est très étrange quand on travaille comme ça sur des périodes différentes de voir cette espèce d'unité dans le comportement humain. Voilà ce que j'ai essayé de montrer dans ce roman. Tout à fait. Et justement, votre prof de philo, il est passionné par Montaigne bien avant les attentats. Mais en effet, il y a des choses qui se rejoignent entre ce qu'il vit avec la violence islamiste et ce que Montaigne a pu vivre au moment des guerres de religion. Montaigne, il est né en 1533. Il a 39 ans quand il commence à rédiger ses essais, ce qui est grosso modo l'âge de Cédric. Il y a aussi chez votre personnage une forme d'identification au philosophe qui est Montaigne. Oui, puis après, bon, il aime bien aussi cette pensée de Montaigne qui, comme le dit lui-même, il saute d'une idée à l'autre. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à la saisir. Et j'ai voulu aussi comprendre pourquoi tant de gens, encore aujourd'hui, aimaient beaucoup ce personnage-là. Donc là aussi, je suis allée au château de Montaigne et j'ai essayé de voir tout ce qui s'y passait. Les gens là-bas sont absolument adorables. Et c'est vrai que c'est un... Alors certains disent oh c'est pas un philosophe, c'est un simple penseur qui badine d'une idée à l'autre. D'abord qui dit lui-même il s'amuse, j'ai aucune mémoire, il faut que je grave ça sur mes poutres parce que sinon j'oublie tout. Et ça a été aussi un grand voyageur. Il a essayé il est parti il a fait toute l'Europe à cheval en entraînant tout le monde en s'en fichant pas mal. Il était très
très proche des femmes et en même temps assez misogyne de temps en temps. Il adorait le bon vin et, et évidemment, il a souffert de la goutte. C'est au vin blanc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai essayé de piocher dans la pensée de Montaigne en essayant de l'apporter d'une façon très, très simple, parce que je n'étant pas du tout prof de philo, j'avais besoin de comprendre pour le mieux retransmettre aussi. Mais je vais tout fait vérifier par un prof de philo quand même après. Hein. Justement, les essais sont présents dans votre texte de différentes façons. Il y a des pensées de Cédric, il y a des dialogues aussi, puis il y a des passages en classe où on étudie Montaigne. Comment est-ce que vous avez construit tout ça? Est-ce que vous aviez vraiment des extraits, si je peux dire, des essais que vous aviez envie de mettre dans votre histoire, ou est-ce qu'au contraire, c'est votre histoire qui vous a emmené à certains moments vers Montaigne? C'est l'histoire, mais avant de commencer l'écriture, en fait, je fais comme Annie, on prend beaucoup de documentation, on a 6 mois, 7 mois ou plus de recherche. Je me suis tapé énormément de bouquins de philosophie, parce qu'il n'y a pas que Montaigne, hein, que je cite dans le livre, comme Stefan Zweig ou François Tscheng. Et donc, en fait, on s'imbibe de tout ça, et après, on cherche un personnage qui va pouvoir porter tout ça. Et au fil de l'histoire, je me suis trouvée devant des choses, je me dis, tiens, que dit Montaigne sur ce sujet-là? Et c'est en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au fil de toutes les vies, de tout ce qui peut se passer, on recherche quelquefois un appui d'un penseur, d'un philosophe, d'un historien. Mais moi, je réagis toujours en aujourd'hui. Ça doit être mon métier médical qui fait ça. Mais j'aime beaucoup observer les gens. Et après, de mes romans sont sortis plusieurs spectacles historiques. Et en étant au château, en rencontrant les gens propriétaires du château, je me suis rendu compte aussi qu'ils avaient dans leur tête peut-être l'idée de créer un spectacle. Et donc, ça m'amuse beaucoup de mettre le réel et l'historique mélangés. Donc, pour pouvoir mieux raconter l'histoire de Montaigne sans être casse-pied pour le lecteur, j'ai essayé de l'imaginer dans une construction d'un éventuel spectacle historique. Alors, est-ce qu'il va se faire, ce spectacle ? On n'en dira pas davantage, mais c'est effectivement auprès de sa collègue Sidonie, qui est professeure d'histoire-géographie dans le même lycée que lui, qu'ils envisagent ce projet avec l'accord des propriétaires, donc les Malherbès que vous avez rencontrés. Vous le disiez à l'instant, vous avez vous-même écrit plusieurs scénarios de spectacles vivants, notamment celui du son et lumière, Je m'appelle Marie, qui a été adapté d'un de vos romans du même nom, publié en 2017. C'est Brigitte Fossé qui dit les textes de ce spectacle, qui va repartir, je crois, sur les routes. Il repart, oui. Il repart en août et puis dans les Alpes et puis après en novembre à Lyon pour plusieurs présentations. Alors sur l'exercice d'écriture, entre l'écriture romanesque et l'écriture de scénariste pour un spectacle tel que celui-là, comment on travaille, Elisabeth? C'est très compliqué. Ce qui est un des spectacles les plus compliqués, c'est sur l'histoire de Boulogne-sur-Mer, 1500 ans d'histoire qu'on fait depuis 10 ans. Et quand j'ai le metteur en scène qui me donne une pile comme ça, sur ah tiens, j'ai oublié de parler de ce personnage-là qui a fait des trucs de Saint-Boulonnais, qui était chez les Inuits au Canada. Est-ce que tu peux m'en faire 1 minute 15 ? Donc en fait, il faut que le texte soit très très simple, qu'il soit porteur d'une mise en scène facile, pour que des gens dont les sens sont perturbés par la vue, par la musique, par plein de choses, comprennent le texte. Donc c'est un exercice qui est totalement différent, qui n'est pas facile et qui est assez frustrant aussi parce qu'on est obligé d'amputer l'atmosphère, beaucoup de dialogues, etc. Mais comme celui de Marie avec Brigitte Fossé, on est dans une très grande simplicité des textes et je sais qu'il y a des passages où tout le monde va pleurer. Dès l'enregistrement, dans la salle d'enregistrement, les studios, tout le monde pleurait. Et à chaque fois, on se disait, on ne va pas pleurer quand même, si tout le monde pleure. Parce qu'en fait, il y a une puissance des mots. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intrigue beaucoup quand un roman peut être traduit en langue étrangère, c'est comment le traducteur peut comprendre vraiment le sens français de notre expression.
un grand Voilà. travail. On a Jacques Oui. Darras qui nous regarde là du coin de l'œil. Effectivement, c'est un travail immense. Et c'est pour ça aussi que les auteurs, en tout cas en France, les traducteurs, pardon, sont considérés, en tout cas en France, comme des auteurs, parce qu'il y a Ah vraiment oui, oui, oui. Ah oui, oui, un oui. vrai travail de création. Alors, votre roman, Elisabeth, n'est pas que réflexion et philosophie. Il y a beaucoup de suspense et une atmosphère de chasse au trésor qui s'installe quand même autour de la maison rebaptisée la Maison Mystère. Alors, je ne vais pas dévoiler effectivement tout ce qui se passe sur ce sujet-là. Souvent, on imagine que le récit va partir dans un sens avec vos personnages. Et puis, non. En fait, on est surpris de voir que vous prenez une autre direction. Vous maîtrisez l'art du rebondissement, on va dire. Vous cultivez ça. J'adore. En fait, quand je termine un chapitre, je ne sais pas où mon personnage va m'emmener. Et comme moi, je ne le sais pas, je me dis, le lecteur non plus. C'est ça qui peut être intéressant. Et en fait, dans la vie, j'ai un éditeur une fois qui me dit, mais tu mets toujours trop de trucs dans tes bouquins. Mais je dis, ben oui, mais dans la vie, il y a plein de trucs. Et en fait, c'est ça, c'est la surprise. On est le lecteur. Bon, dans cette maison, vraiment, on ne pouvait pas savoir que notre héros allait découvrir et qui va l'amener sur une piste historique absolument extraordinaire et auquel il n'aurait jamais pensé. En fait, tout s'enchaîne. Quand vous regardez quand on regarde chacun notre vie, on est sur je dirais un peu comme un fleuve qui crée ses méandres et qui va nous amener vers un endroit, vers un autre, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans un roman. Et c'est d'emmener mon lecteur à découvrir plein de choses auxquelles il n'aurait pas pensé. Voilà. Et par exemple, le vin, il est difficile de situer un livre dans le Bordelais sans parler du vin. Alors, il y a un voisin de Cédric, un viticulteur, qui l'accueille tout de suite avec sa femme Clotilde lorsqu'il arrive dans cette maison complètement en ruine. Pour cette approche de la question viticole, vous avez choisi quelque chose d'assez pédagogique et de documenté pour vos lecteurs. Et personnellement, j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on apprend là sur ce registre. Moi, j'y connaissais pas grand-chose non plus, donc je me suis dit, je dois être comme beaucoup de monde, et c'était une façon. Et donc, dans la réaction de certains lecteurs, on me disait, ah, bah, tiens, je découvre le château de Montaigne, j'ai envie de visiter, je découvre les vignobles, parce qu'en fait, quand on va là-bas, on voit toutes ces vignes, mais on ignore totalement ce qui s'y passe, et que c'est un métier qui est extrêmement complexe. Et entre la vigne et puis le verre de vin, bah, il y a beaucoup de choses entre les deux. Et c'est un métier qui est extraordinaire, qui existe depuis des millénaires et qui me semblait aussi intéressant parce que Montaigne parle beaucoup du vin dans ses essais, donc je ne pouvais pas y échapper non plus, à boire avec Effectivement, on en boit modération. sans forcément savoir tout le travail se cache derrière. Dans sa nouvelle vie, Cédric est confronté à de nouvelles formes de violence, dont on ne dira pas trop non plus qui elles concernent. Il lui arrive d'être lui-même en proie à la haine et à des sentiments hostiles qui ne lui ressemblent en fait pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup. En étudiant La servitude volontaire, texte d'Étienne de la Boétie, le grand ami de Montaigne, il réalise, je vous cite, « Nous ne sommes pas seulement esclaves des tyrans, mais esclaves du mal qu'ils nous ont fait, de cette blessure du cœur et de l'esprit, blessure dont on ne réussit pas à guérir, donc à se libérer. » En somme, la leçon, c'est pas le mot, mais en tout cas le message peut-être de ce livre, c'est que la violence, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, et que c'est sur soi-même, dans la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette violence, qu'il faut être capable d'agir pour qu'elle ne triomphe pas en quelque sorte. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé le roman aussi par une citation de Stefan Zweig, qui était un biographe absolument extraordinaire, qui est décédé en 1942, il s'est suicidé. Absolument, il avait dû fuir l'Autriche en tant que juif. Et il le dit dans cette citation à quel point il faut sans cesse dénoncer cette violence par les mots. Et bon, écrire un roman comme ça, c'était compliqué quand même parce que j'ai souvent eu l'impression d'être sur une crête un peu aride. Et en voyant ce qu'a fait Zweig, je me dis, bon, ben, tiens, c'est vrai qu'il faut continuer, il faut le faire. Et le but aussi avec ce livre, c'est d'aller dans les établissements scolaires, rencontrer les lycéens, rencontrer les parents, en disant, mais il faut la comprendre, cette violence. Pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut surtout réussir à en parler parce qu'elle n'est pas... la violence, elle fait partie peut-être de l'être humain dans la mesure où il doit se défendre pour survivre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une défense pour survivre, mais je pense qu'on est très
sur soi, sur son égoïsme, sur ce que l'on est soi. Et on veut que l'autre soit comme nous. Ben non, l'autre, il est différent. Et si on n'arrive pas à le connaître, ben on s'en sortira jamais. Et c'est un effort que votre personnage va faire d'ailleurs, puisque au tout début du livre, quand sa famille va partir au concert au Bataclan, hein, le groupe Eagle of Death Metal joue une musique de barbare, hein, selon Cédric. Et il y a comme ça il y a des tensions avec ses enfants, et son fils lui lance, Hector, donc, tu ne comprends jamais rien à notre vie. Et ça, forcément, c'est une phrase qui va résonner pour le reste de ses jours. Et il y a une prise de conscience de la part de Cédric du fait qu'il faut qu'il fasse l'effort d'aller à la rencontre des jeunes et de ses élèves en particulier. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, vous voyez, c'est un roman qui est historique d'un côté, qui n'est pas dans le Nord, je suis désolée, mais je suis ravie d'être une auteure du Nord qui va dans le Sud, parce qu'il y a déjà eu de bonnes recensions dans le Sud, et qui est très actuel. Et moi, mon but, c'est vraiment de faire réfléchir les gens. Je ne donne pas de solution, mais je dis, mais attention, il faut réfléchir, ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, c'est compliqué. Oui. Comme disait Louis, j'ai pas du tout envie d'être Cédric au début, peut-être au milieu et à la fin, parce que tout s'arrange. Moi, j'aime bien terminer par un happy end quand même, mais c'est pas la fin à laquelle on s'attend. Non, et puis c'est la fin quand même à ce moment. À la fin du livre apparaît, voilà, c'est le début d'autre chose, mais en ce qui concerne la France, apparaît un coronavirus inconnu, hein, on en entend parler au niveau de la Chine, voilà, vous évoquez aussi le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas compliqué d'écrire sur une histoire qui est en train de se faire, en fait. Vous étiez vraiment en prise avec l'époque. Oui, je pouvais pas ne pas l'évoquer, mais je l'évoque très, très, enfin peu, mais parce qu'en fait, comme ça se termine à notre époque, ne pas l'évoquer, ce serait avoir l'impression que Cédric est hors du temps. Or, il n'est pas du tout hors du temps. Il a vraiment les pieds dans la gadoue, comme on dit. Absolument, voilà. Les mains dans le cambouis, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Elisabeth sur le forum, comme d'habitude, ou peut-être en vous exprimant? Alors, Anne Leviel, merci Elisabeth pour ce roman mosaïque. Je m'en vais le commander chez Libraire, le réseau de librairies des Hauts-de-France qui envoie les livres. Voilà, à présent, très bien. Belle observation. Merci Elisabeth pour cette traversée humaine et humaniste entre passé et présent. Alors, ce qui m'a amusée oui, les réactions des lecteurs, peut-être. Oui, parce que je pense qu'Annie doit être d'accord avec moi. On a souvent des lectrices plus que des lecteurs. Et c'est la première fois où j'ai dans les réactions 90% d'hommes. Oui. Alors, est-ce que c'est le côté philosophique, le côté historique, le côté où ils s'identifient à Cédric? Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis ravie que du coup des hommes, des messieurs s'ouvrent au roman. C'est super. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Si je peux dire un petit mot. Oui. Voilà, moi j'ai lu le roman d'Elisabeth et je voudrais dire à tous que c'est un roman magnifique, à la fois sur la résilience, sur les sentiments, sur tous, et même le suspense, enfin, tout y est. J'ai adoré ton roman, Elisabeth. Merci Annie, je n'ai pas encore lu le tien. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous auriez d'autres observations à faire sur ce roman de reconstruction? Renaissance, voilà, la vigne qui se met à pleurer. À beaucoup de... Alors, un détail qui m'a amusé, je le signale parce que je suis ravie de ça, c'est quand on cherche une couverture d'un livre, c'est toujours compliqué. Et j'ai une nièce autiste qui, voilà, merci de le montrer, une nièce autiste qui a fait 3 000 à 4 000 dessins. Et je cherchais dans ces dessins s'il n'y en avait pas un qui pouvait illustrer le bouquin. Et j'ai passé 4 heures dans son grenier, j'ai rien trouvé, jusqu'à ce que ma sœur me dise, mais regarde un peu ce que j'ai dans ma cuisine. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai dit, mais mince, c'est tout à fait ça. Donc j'ai demandé à Sophie ce que ça représentait, elle me dit, je sais pas. En fait, c'est un tableau qui a été fait il y a une quinzaine d'années. Et on voit, après, je dis, mais ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est un château. Et en fait, c'est le château, c'est la lune, le soleil, c'est le rouge. C'est le vert, enfin la couverture ne montre pas bien la couleur, c'est le vert des vignes. Et donc, quand j'ai demandé à Sophie, je dis, Sophie, est-ce que je peux utiliser ta peinture pour mettre sur un livre? Elle m'a dit, il y a un vrai livre. J'ai dit, oui, il y a un vrai livre.
Et il va être vendu chez Leclerc. Je dis, oui, il va être vendu chez Leclerc, pourvu qu'il soit vendu chez Leclerc. Et ça y est, il est en tête de gondole chez Leclerc dans son village. Alors là, elle est au 7e ciel. Donc c'est très étonnant en fait. Et comme la couverture a de l'importance, et que là, pourquoi est-ce que ça correspondait autant à ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Encore un mystère. Encore un mystère et un beau symbole. Voilà, alors je précise que vous dédiez, Elisabeth, et ce sera le mot de la fin, votre livre à toutes les victimes de violences et à vos 17 petits-enfants, si j'ai bien compté, qu'ils s'attachent tout au long de leur vie à faire entendre la voix de l'humanité. Voilà, ce sera... Alors les plus petits m'ont dit, mais c'est quoi, bonne maman, la voix de l'humanité? Je dis, écoute, tu liras le bouquin, tu vas comprendre. Ils le liront certainement. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence ce matin. Voilà, et la vigne se mit à pleurer. Je le remontre pour le dernier livre que nous avons évoqué.